Bonjour Monsieur Miguel Benassayag, vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste et vous avez bien voulu nous recevoir justement pour la préparation de notre colloque sur les questions du fondamentalisme ou de la radicalisation des jeunes en Europe. Donc nous sommes heureux de pouvoir bavarder avec vous et nous donner un peu quelques lumières sur ces questions. C'est un bonheur partagé, je suis très content et honoré de participer à votre rencontre. Merci. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, en introduction, un petit peu quel est votre domaine de recherche par rapport à ces questions, justement, qui pourraient nous intéresser? Si je cherche une interjection, non, comme des deux ensembles, là où il y a un terrain commun, c'est effectivement que j'ai travaillé pendant 30 années en pédopsychiatrie, et que je m'intéresse beaucoup, je publie beaucoup sur les nouvelles souffrances comme ça, dues à l'évolution sociale, non, etc. des jeunes. Et je travaille beaucoup aussi en banlieue, ici et à Buenos Aires. Non. Donc effectivement c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Je dirais que par rapport au premier mot comme ça, axe que vous pointez, qui est ces phénomènes comme ça, dans certaines religiosités exagérées, au fanatisme, non, et la question de la jeunesse. Non, on pourrait dire qu'effectivement, on est dans un moment dans lequel notre société vit un bouleversement terrible. On est passé d'une société qui croyait que l'avenir, le futur lui était promis, était vraiment lumineux, etc. Dans très peu de temps, on est passé d'une société qui structurait toutes ses pratiques avec cette promesse, à une société qui craint l'avenir, que le futur est une menace. Ça, c'est un élément anthropologique, sociologique, psychosociologique majeur, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui a peur, Alors, effectivement, déjà, les hommes et les femmes ne se comportent pas pareil quand ils ont confiance dans l'avenir, aussi dur sur le présent, que dans une société qui a peur, qui a très peur de l'avenir. Dans cette société-là, les jeunes, qui par essence représentent le futur, apparaissent du coup comme suspects. Il y a quelque chose comme ça, il y a un regard un peu bizarre que, dans mon expérience, ce qui a changé surtout dans ces regards, ces rapports envers les jeunes, c'est une sorte d'échec de la part des adultes et des institutions pour continuer à encadrer les jeunes et les enfants dans la crise. C'est-à-dire, je crois que notre société n'a pas su répondre ni à niveau familial, ni à niveau institutionnel, n'a pas su répondre à la crise en créant, en produisant les structures, les rapports, les liens qui continuent à protéger les jeunes et les adolescents malgré que les adultes étaient déboussolés. De ce point de vue-là, il y a quand même deux phénomènes sur lesquels on peut revenir, sur lesquels je travaille. Un, c'est que nous vivons un peu une sorte de déconstruction très rapide et très insidieuse de la catégorie d'enfance, qui est une catégorie créée par la modernité, par l'Occident, etc., qui disait le petit de l'homme, entre sa naissance et un certain âge, vit dans une sorte de sas, de protection, dans lequel il éprouve sa puissance, dans lequel on lui transmet des valeurs, de la culture, etc. Il vit dans des conflits, mais des conflits nécessaires pour se former, mais protégés. Cette catégorie d'enfance est en train de se dissoudre. Il n'y a plus, même dans les regards de nos contemporains, il n'y a plus cette idée de « ah, c'est un enfant ». C'est-à-dire c'est un enfant, mais de quelle classe sociale, de quelle région, de quelle banlieue, non, c'est-à-dire qu'il y a un émiettement de ça, dans lequel d'autres étiquettes que celles d'enfance apparaissent dans la perception du petit. Et un autre élément fondamental que je travaille, c'est que, étant donné la grande révolution technologique que nous vivons, la fonction des adultes de transmission, elle est cassée. Elle est absolument cassée. Parce qu'on a remplacé toute fonction de transmission d'expérience, de savoir, par
une arrivée des informations. Donc, il s'avère que si je veux demander, pas moi, mais si un enfant, un jeune va demander à Pépé, Mémé quelque chose, Pépé, Mémé, effectivement, il saura toujours moins qu'Internet, n'est-ce pas? Alors donc, il y a une rupture comme ça, vraiment, il y a une rupture, une méfiance, une dégradation de la fonction d'adulte. Il y a très peu d'adultes, il y a des vieux, mais peu d'anciens, on peut dire, dans notre société. Parce que, avec ce royaume de l'information, la fonction de transmission, qui est une fonction pas seulement de donner de l'information, mais de former, n'est-ce pas, un truc, est cassée. Bon. Ces éléments-là créent un déboussolement. C'est-à-dire une transmission verticale, je dirais, générationnelle. Oui. Il y aurait plutôt une sorte de transmission d'information horizontale diffuse. Oui. C'est-à-dire que, pour dire comme ça, un point de vue un peu phénoménologique, comme ça, un exemple, mais qui est vrai, quand un enfant demandait à papy, explique-moi, je sais rien, explique-moi n'importe quel fait culturel, explique-moi quelque chose de botanique, peu importe. Non? Les papis peut-être savaient, peut-être ne savaient pas, ils racontaient un peu ses expériences, un peu ils inventaient, mais il y avait toute une situation épaisse, complexe, dans laquelle ce qui était transmis, ce n'était pas que de l'information. Non? À la limite, l'information était secondaire par rapport à la situation dans laquelle il y a une transmission, il y a un passage de relais, des confiances. Dans les mondes qui ne croient qu'à l'information horizontale, le monde il perd son temps, c'est voir papy. Parce que papy d'abord il sait beaucoup moins qu'Internet, deuxièmement peut-être il a oublié. Non? Alors effectivement il y a une perte d'autorité pour plusieurs raisons. Une, ces futurs menaçants fait quand même que l'autorité soit ébranlée, parce qu'effectivement il y a un échec. C'est-à-dire le futur pas seulement était ce qu'on voulait, mais il devient menaçant. Et donc les vieux, les adultes ne sont pas faits comme ce qu'il fallait. Hein. Et deuxièmement, il y a cet développement comme ça technologique, je ne suis pas technophobe, je le constate, qui fait que les fonctions de transmission complexes, profondes, sont cassées à la faveur de la pure information. Bon. À la limite, ce sont les enfants qui apprennent aux parents à se servir de... Absolument. Qui sont plutôt les sachants et les adultes qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent avec le maniement d'Internet. Absolument, c'est pour ça que moi j'ai sorti avec un autre psychanalyste italien, un bouquin en Italie, sur ça, sur l'idée d'essayer de comprendre comment il y avait des vieux mais pas d'anciens. Parce que l'ancien, c'est pas simplement quelqu'un qui vieillit. C'est-à-dire que s'il y a des vieux, il y a simplement des hommes et des femmes en perte de puissance. L'ancien est celui qui, à travers l'âge et en prenant de l'âge, prend des nouvelles puissances, qui ne sont pas les mêmes puissances que la jeunesse. C'est une autre puissance, la puissance de l'ancien. Or, dans notre société, effectivement, il n'y a pas d'autre puissance. Non, la puissance de l'ancien disparaît, mais, effet pervers, la puissance des jeunes aussi. Parce qu'on ne laisse pas les vieux devenir des anciens, mais on ne laisse pas les jeunes être jeunes. Parce qu'un jeune est quelqu'un qui explore, qui prend des risques, qui est protégé, n'est-ce pas? Or, aujourd'hui, on dit aux jeunes, ne prends pas de risques, oublie toute ta affinité élective, apprends quelque chose d'utile, ne perds pas le temps. Or, un jeune ne perd jamais son temps, un jeune explore, un jeune prend des chemins de travers, n'est-ce pas? Un jeune prend son temps. Et le néolibéralisme terrorise les jeunes en les empêchant de prendre le temps d'être jeunes. N'est-ce pas? Que c'est toute cette conflictualité. Alors notre société, à vrai dire, est une société très très dure, archi-unidimensionnelle, comme dirait Marcuse, mais archi, dans laquelle il n'y a pas d'anciens, mais il n'y a pas de jeunes non plus. Même l'apologie du jeunisme est une fausse apologie. Parce qu'un jeune, ce n'est pas justement cet être peureux, calculateur, qui essaye de faire plutôt qu'une vie un curriculum, n'est-ce pas, auquel on le dit choisis la survie disciplinée plutôt que la vie, n'est-ce pas, avec des risques. Et une société qui ne permet pas aux jeunes de prendre des risques est une société qui met les jeunes en danger.
Et là arrive peut-être le deuxième point. Pardon. Oui, non, je voulais reprendre un peu sur la question du sas qui protège l'enfant. Et toute la justice des mineurs a été conçue finalement dans un accompagnement de ces risques, de ces explorations. Et on voit bien à quel point la justice des mineurs est attaquée par le néolibéralisme et que même l'alternance politique, on voit bien que la gauche tient pratiquement le même discours que la droite sur la question de, finalement, que ces mineurs délinquants sont menaçants. Bien sûr. C'est-à-dire que la gauche et la droite, tous les deux, ils sont tombés dans cette trou noir de l'utilitarisme, dans lequel, effectivement, bon, on ne voit pas la particularité, la singularité du jeune, n'est-ce pas? Et on veut, même si on ne le dit pas à gauche, mais on veut zéro risque, avec ce que ça peut signifier zéro risque pour un jeune. Alors effectivement, cette société qui ne veut plus tolérer les risques qu'un enfant, un jeune doit prendre. Moi en tant que clinicien, je vois arriver très souvent des jeunes, mais qui ne sont plus des jeunes, quoi. C'est qu'on ne les laisse pas vivre la jeunesse, c'est-à-dire des jeunes qui sont déjà dans les calculs, comme s'ils voyaient leur vie dans un curriculum, non? Et donc on dit, être jeune, ça signifiait quand même quelque part la possibilité de chercher, pour le dire comme ça, pourquoi tu es né, c'est-à-dire de quel côté ça pousse, de quel côté vont tes désirs, tes tropismes, non? Et à la limite, voilà, c'est-à-dire tu seras heureux ou tu ne seras pas heureux en suivant ton chemin, c'est ton chemin. Notre société démolit ça, hein, c'est la pédagogie des compétences contre la pédagogie de la transmission. Apprendre des compétences utiles et oublie tout ce qui soit inutile. Très bien. Alors notre société déstructure les jeunes, il les déstructure. Les jeunes ne doivent plus trouver dans lui son aventure. Il ne doit plus trouver dans lui son défi. Parce que dans lui, ça n'existait pas. Il doit être construit comme un Lego, n'est-ce pas, des compétences pour pouvoir se présenter au patron et dire exploitez-moi les temps que vous voulez, et après vous me jetez comme un Kleenex, etc. Alors, les jeunes, ils ne trouvent plus dans lui l'aventure dont il a besoin. Est-ce que je peux vous... Parce que même dans la délinquance, enfin dans la délinquance de groupe, on a l'impression que c'est le même raisonnement. C'est-à-dire que c'est complètement utilitariste et que c'est pas du tout finalement sur un apprentissage, la curiosité, une recherche des limites. Bien sûr, il y a un changement, bon c'est pas moi qui va vous le dire parce que vous êtes expert là-dessus, mais il y a eu un changement terrible dans la structuration de la délinquance. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, effectivement, bon, ça c'est l'effet de toute l'économie parallèle due à la drogue, dans lesquelles même les hiérarchies internes, dans lesquelles il y avait quand même une transmission, dans la malavita, mais il y avait une transmission de quelque chose, de certaines valeurs, etc. Ça a disparu. Alors, là, le pont que je voulais faire pour essayer de développer ce côté-là, c'est que quand les jeunes, ils ne trouvent pas la possibilité de déployer son aventure personnelle, non? C'est-à-dire, voilà, ses désirs, la musique, les voyages, je n'ai rien, c'est-à-dire développer son aventure personnelle parce qu'on le dit, ne fais pas une vie, fais un curriculum. Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui seront cassés et qu'ils vont suivre les petits schémas comme ça, en pensant que comme ça ils vont éviter les malheurs, et au fait, ils tombent, n'est-ce pas, dans l'économicisme. Mais il y a toute une autre frange de jeunes très grande qui ne vont pas accepter de sacrifier leur aventure, leur puissance, leur aventure de la vie, n'est-ce pas, mais qu'ils ne vont plus la trouver dans eux, ils vont la trouver dans des promesses messianiques, des promesses barbares, des promesses très fortes. Plus la société néolibérale démolit l'antériorité, plus le fanatisme et l'intégrisme gagnent des terrains. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, moi je le vois en banlieue, même j'ai vu les processus à travers lesquels certaines
salles de prière ordonnées, des quartiers dans la banlieue, où il disait par exemple, vous avez vu, apprendre à conduire des taxis, alors il y a beaucoup de petits qui adhèrent à l'islamisme et qui conduisent des taxis, par exemple, je l'ai connu comme ça dans les banlieues, non? Et alors qu'est-ce qu'ils me disent, ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils me disent à moi? Ils me disent, c'est pas possible que tout soit possible. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'ordre. C'est pas possible que tout soit marchandise. Ils disent. Donc ils ont un discours, effectivement, de rejet de cette société dans laquelle eux-mêmes sont une mauvaise marchandise. Parce que si l'homme est une marchandise, en plus, eux sont une mauvaise marchandise. Et alors, ils ont un discours que, prime abord, on dit, oui, bien sûr, quand même, il y a des principes, il y a des valeurs, pas tout est une sorte de libre arbitre exagéré, il y a des valeurs qui limitent. En principe, on dit qu'il y a un effort là pour structurer quelque chose. Sauf que cet effort-là glisse, parce que les rapports qui sont ces jeunes-là avec la religion n'est plus les rapports classiques qu'un jeune avait avec la religion, filtrés, modulés, contextualisés par la famille. Voilà, précisément, là, on a l'impression que c'est souvent des jeunes de deuxième, voire troisième génération, dont les parents étaient éventuellement religieux, pratiquants, mais n'étaient pas extrémistes. Et on arrive à des jeunes Français qui sont nés en France et qui se radicalisent justement maintenant. Alors, comment expliquer ce glissement justement vers cette radicalité? Au fait, la religiosité comme ça extrême de ces jeunes-là est une religiosité qui critique très très fortement la religiosité de leurs parents. Ils les considèrent comme des hybrides, comme des traîtres, comme des vaincus, n'est-ce pas? Donc ils ne sentent absolument aucun type de continuité avec la religion comme ça, médiée, la religion comme fait culturel, quoi. Hein, alors pour eux, la religion est quelque chose d'une sorte d'une vérité révélée, mais révélée à chacun d'eux. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle n'est plus médiée. Elle n'est plus médiée. C'est-à-dire que la promesse messianique religieuse s'adresse à toi en tant qu'individu. C'est là où il y a quand même un paradoxe horrible, parce que c'est d'un individualisme néolibéral total les discours fanatiques religieux. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse non plus à une communauté, il s'adresse à toi, jeune. Non, c'est vraiment, toi jeune, le ciel t'est permis. Ces mondes merdiques, il faut les détruire. Mais il s'adresse aux jeunes de la même façon que les recruteurs, n'est-ce pas, d'intérim, peuvent s'adresser aux jeunes. C'est pour toi. C'est-à-dire que cette religiosité, loin de tisser une antériorité complexe, contradictoire, est d'un simplisme total. Mais est une bouée de sauvetage fantastique pour tous ces jeunes-là qui comprennent que la société les traite comme des marchandises et qu'en plus sont des marchandises avariées. Alors, pour ces jeunes-là, tout à coup, il y a le passage magique et fantastique de la poubelle, dans laquelle la société néolibérale les a mis, parce que ça c'est la vérité, de la poubelle dans laquelle la société néolibérale les a mis, au paradis. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a une sorte, comme ça, sans médiation, sans étudier l'arabe, sans lire le Coran, sans rien du tout, n'est-ce pas? Tout à coup, comme ça, c'est de A jusqu'à Z, directos. Alors, et en zippant la famille, en fait. En zippant la famille, les structures, l'étude, la complexité de la lecture des textes sacrés, l'école, tout. C'est on zippe tout, et tout à coup, mais ce qu'il faut voir là-dedans, il y a quelque chose, je ne vais pas psychologiser des faits sociaux, ça me dérange beaucoup, mais je fais juste un parallèle. C'est-à-dire, on dit en psychiatrie que le délire est une mauvaise réponse face au chaos. C'est-à-dire que quand le cerveau se met à délirer, ce qui se passe, c'est qu'il y a un chaos et le cerveau se met à produire des explications délirantes. Bien, dans le fanatisme actuel, il y a quelque chose de délirant. C'est-à-dire que face à quoi ces jeunes-là se révoltent est évident. C'est ce chaos, cette dissolution de tout lien, c'est tout est possible, etc. Mais la réponse, elle est délirante et dangereuse. Mais il faut comprendre qu'il existe chez les jeunes fanatisés, il faut comprendre qu'il existe un effort pour comprendre le monde et pour agir. Il y a
C'est-à-dire qu'il y a chez les jeunes fanatisés un effort que peut-être les jeunes vaincus, qui acceptent de, bon, voilà, ne pas vivre sa vie, de trahir tous ses désirs, n'est-ce pas? Et, par rapport à ces jeunes-là, les jeunes fanatisés est un jeune qui dit non. Et effectivement, il glisse. Il glisse, il glisse, il fait n'importe quoi, il se détruit, il détruit. Mais je pense qu'il est très important de comprendre d'abord cette différence avec la religiosité comme fait social et culturel, n'est-ce pas? Je ne pense pas que la religion soit l'opium du peuple. Je pense que la religion est un fait culturel très contradictoire qui parfois est archi-réactionnaire et parfois, comme dans le cas de la théologie de la libération chez nous, voilà, ça construit des liens sociaux. On n'est pas dans la religiosité. On est dans le remplacement en plastique et absolument construit de toutes pièces comme ça, d'un produit mirage qui, face à tous les produits de la société de la consommation, c'est un super produit qui dit « moi j'ai un produit encore mieux ». La société de la consommation dit aux jeunes et consomme, soit puissant, il n'y a pas de limite, je ne sais pas quoi. Bon, très bien. Les jeunes qui n'acceptent pas ça, ils voient la chose. Et ils tombent dans une autre marchandise, alors mais la super marchandise, celle qui dit « avec moi tu auras la puissance ». C'est-à-dire que la guerre, c'est entre ceux qui disent « j'aurai la puissance en étant un cynique, nihiliste, plein de sous », et de l'autre côté, il dit « non, j'aurai la puissance en étant avec ma vérité ». Au fond, ce que vous décrivez, c'est une escalade symétrique entre le néolibéralisme et le radicalisme religieux. Effectivement, chez ces jeunes-là, il y a une conscience comme ça de qu'il y a un parallélisme entre la déconstruction néolibérale de toute structure. C'est-à-dire que, et ils le disent, pour le néolibéralisme, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère, il n'y a pas de vivant. Voilà, il n'y a que des marchandises. Ils disent ça, ils disent ça. C'est-à-dire que c'est leur essor puissant vers le fanatisme est un ressort par rapport auquel nous on dit, ben oui, effectivement, c'est un désastre. C'est-à-dire le néolibéralisme ne considère ni père, ni mère, ni principe, ni valeur, ni rien du tout, ni écosystème, ni transmission, rien, n'est-ce pas? Alors, on démolit tout. Donc, face à ça, bien entendu, c'est presque une sorte de réaction mécanique. Face à ces tout est possible nihiliste, il y a une adhésion aveugle à un corpus qui apparaît très structuré, n'est-ce pas? Et auquel on doit obéir en plus. C'est-à-dire qu'on dit, ah, il y a des principes. Vous voyez? C'est presque une caricature. C'est-à-dire que dans le monde occidental néolibéral, tout est bottom-up et constructible. Dans le monde fanatique, tout est top-down, n'est-ce pas? Et hiérarchique. Et ces deux mondes-là fonctionnent vraiment l'un avec l'autre. Ces deux mondes-là, je ne peux pas, par exemple, je ne pourrais pas avoir les dialogues que j'ai avec des jeunes musulmans, avec des théologiens comme Tarek Ramadan. Je ne pourrais avoir des dialogues. Ces dialogues-là n'est pas qu'un dialogue intellectuel, je ne sais pas quoi. Moi, mon intérêt, c'est ce qu'on cherche dans les banlieues où on travaille en laboratoire social, c'est oui, comment on peut arriver à une sorte de paix sociale, n'est-ce pas, comment on peut... Bon. Je ne pourrais pas avoir de dialogue si je ne comprenais pas cette parallèle entre le néolibéralisme qui démolit toute structure et la promesse fanatique de structurer le monde. Mais ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir que finalement on s'adresse aux jeunes de la même façon, de façon complètement individuelle et non pas communautaire. Absolument, absolument. Que ce soit dans le néolibéralisme, absolument. que ce soit dans... Absolument, c'est drôle parce que ce n'est que dans la tête... pardon. Non, dans ce type de... Si, ce n'est que dans la tête peut-être du français blanc comme ça qui ne connaît pas la banlieue ou des jeunes musulmans, qui a une idée de communautarisme. Au seul discours lépéniste, sarkozien, du communautarisme. À vrai dire, ces jeunes-là, ils sont traités et appelés et engagés
d'une façon absolument néolibérale, c'est-à-dire c'est en tant qu'individu. Non, il est en tant qu'individu. Il ne se sent pas appartenir à une communauté. Il ne sent aucune responsabilité communautaire. Non, au contraire, c'est-à-dire ils agissent d'une façon sérialisée, fanatisée, en rapport direct, chacun en rapport direct avec la vérité. Mais comment expliquer alors, par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années en Afghanistan par exemple, il y a eu déjà d'ailleurs on les appelait les Afghans, là, ceux qui revenaient après dans leur pays d'origine, souvent dans le Maghreb d'ailleurs, mais qui étaient des gens d'un certain âge, enfin des jeunes, mais des jeunes hommes, qui avaient plus de 20 ans, 25 ans, peut-être plus. Alors on constate au cours des dernières périodes qu'il y a un rajeunissement et que ça s'attaque à des très jeunes, dont des mineurs, et quelquefois des très jeunes adolescents. Comment expliquer ce glissement et ce rajeunissement justement de ce fanatisme à coloration religieuse vis-à-vis de ces jeunes? Oui, et au fait, je crois que c'est dû à la déstructuration des enfants, que plus les enfants sont déstructurés, hein, plus ils sont amènés de commettre n'importe quoi. C'est-à-dire que forcé de reconnaître que empiriquement la vie donne à tout le monde à peu près un principe de réalité, c'est-à-dire un certain principe de réalité, c'est-à-dire que la toute-puissance de l'enfance, bon, sauf d'être tout à fait délirant, en vieillissant ou en grandissant même, il y a une sorte d'expérience de la non-toute-puissance qui limite notre agir, n'est-ce pas? En tant que l'enfant, effectivement, l'enfant, il éprouve quelque chose que nous, dans notre jargon, on peut dire, il éprouve une toute-puissance. Il est immortel, il est tout-puissant, n'est-ce pas? Alors donc, c'est là où la catégorie d'enfance crée ces sas dans lesquels tous ces petits dieux immortels faisaient leurs affaires avec des conflits, et nous, on les limitait, on les protégeait, on se fâchait, n'est-ce pas? Mais on était là où les juges d'enfants, effectivement, disaient il a commis un délit, il a commis une infraction, mais c'est un enfant, n'est-ce pas? Donc, je pense que la magistrature pour enfants était un exemple majeur, reste non, un exemple majeur de cette considération d'un adulte envers l'enfant. D'une société structurée dans laquelle on dit il a pu commettre une chose horrible, mais il est un enfant. Donc, cette catégorie-là est importante. Comme tous ces sas, tous ces bornes sont attaqués, comme la magistrature de l'enfance est attaquée, n'est-ce pas, aujourd'hui aussi. Effectivement, ces mômes-là, ces tout jeunes, non structurés par des conflits, vont vers l'affrontement. C'est-à-dire que dans la vie des hommes, il y a deux possibilités. Ou avoir une vie conflictuelle, n'est-ce pas, ou aller vers l'affrontement. Et alors, effectivement, un jeune non structuré, avec un vécu de toute puissance totale, qui n'a pas de repères ni familial, ni social, qui les limite, etc., est la victime idéale pour le faire devenir un assassin, quoi. Et quelle est l'influence des réseaux sociaux, justement, vis-à-vis de ces tout jeunes? Puisque là, tout le monde a un smartphone à 10 ans, 12 ans, a accès à Internet, et on sait qu'il y a toute une propagande, justement, à travers ces réseaux. Comment peut-on analyser c'est-à-dire, là, c'est encore la question de l'information sans transmission. N'est-ce pas? C'est l'information sans transmission. C'est-à-dire qu'on reçoit de l'information, mais il n'y a pas les liens subtils de la transmission qui permettent de métaboliser cette information. Non? Alors effectivement, les mômes, ils reçoivent cette information, reçoivent l'information, avec une certaine incapacité à différencier l'imaginaire du réel, etc. Et la dissolution des liens, parce qu'il y a des liens, des structures familiales, sociales, etc., ne sont pas là pour les permettre de métaboliser cette information-là. Parce que souvent les familles disent, mais
on l'a vu changer, mais pourtant c'est un gentil garçon par ailleurs. C'est vrai qu'il jouait, on pensait qu'il jouait à des jeux ou qu'il allait sur Internet pour son école. Et puis en fait, il y avait tout un dérapage que les parents eux-mêmes n'ont pas vu venir. Non, ils n'ont pas vu, mais parce qu'ils ne peuvent pas voir. C'est-à-dire que malheureusement, notre société infantilise énormément les gens. Moi, j'ai vu combien de parents qui racontent qu'ils se disputent avec l'enfant pour jouer aux jeux électroniques. C'est-à-dire que les mêmes désirs des parents, c'est les mêmes désirs que l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une sorte de maturation qui différencie les intérêts et les désirs, n'est-ce pas? Alors, si je crois qu'ils n'ont pas vu, les pauvres parents, mais n'ont pas vu parce qu'il manque aussi des catégories qui lui permettent de voir, comprendre, être alerte. Parce qu'être alerte depuis quel ailleurs? Vous voyez, c'est-à-dire, ils ne voient pas parce qu'ils ne sont pas dans un ailleurs qui les permet de voir. Par rapport à cette caractéristique de toute puissance recherchée par les gens qui, bon, en brigade, ces jeunes, à chaque fois plus jeunes et très très jeunes, non? C'est quelque chose que je pensais tout à coup comme exemple, qu'est-ce qui s'est passé en Colombie. En Colombie, les jeunes tueurs sont des tout jeunes, de 9 ans parfois, 10 ans, 11 ans, n'est-ce pas? Et alors là, empiriquement, les chefs des bandes se sont rendus compte que des jeunes, des petits, des enfants, très déstructurés, justement, hein, cette déstructuration de cette vie, il n'y a rien peut-être plus néolibéral qu'un bidonville en Amérique latine, n'est-ce pas? Parce que c'est absolument contaminé de toute la marchandisation de la vie, tout est déstructuré, et chacun pour soi. Alors les mômes qui en dealant ou en tuant gagne plus que toute sa famille, bah, et c'est le cas. Non? Et alors, voilà, ils se sont rendus compte que des mômes tout petits, sans aucune analyse pédopsychiatrique, ils se sont rendus compte qu'ils avaient quelque chose dans lequel pas de limite. C'est-à-dire que c'est qu'un tueur de 25 ans, le mec, il allait penser, d'accord, j'ai gagné tant de sous, mais est-ce qu'ils vont me prendre? En tant que pour les mômes, il n'y avait pas toutes ces considérations-là. Les mômes ne voient pas le danger. Les mômes ne voient pas le danger, et il va, il tue, et en plus, il peut faire des choses comme ça, peut-être plus cruelles, par aussi cette non-expérimentation des limites. Non? Oui, mais toutefois, par rapport à la dérive ou au fondamentalisme que l'on voit en Europe, il n'y a pas une notion d'enrichissement. Là, c'est pas pour gagner plus, c'est autre chose, quoi. Il y a un glissement. C'est gagner tout. Alors c'est gagner évidemment, c'est gagner le tout. paradis. Et oui, c'est gagner tout. C'est-à-dire que chez les jeunes tueurs en Colombie, l'idée c'est je vais gagner l'idéal de la Colombie. Que c'est quoi l'idéal? C'est avoir une maison avec piscine, des servants, des voitures, des motos. Pour les jeunes marginalisés occidentaux, non, tout à coup, il va gagner comme ça la guerre contre le chaos. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'il faut se mettre un peu derrière les yeux. Qu'est-ce qu'ils voient, ces jeunes-là? Ils voient la décadence, ils ne voient que la décadence. Tout est décadence, tout est pourriture, tout est décadence, n'est-ce pas? Tout est manque de respect pour eux, non? Et tout à coup, eux, ils deviennent l'incarnation de l'ordre, de la loi, n'est-ce pas? Alors ça, c'est la grosse différence avec les mômes colombiens, effectivement. Les mômes colombiens, ils ne deviennent pas l'incarnation de l'ordre et de la loi, mais ils deviennent l'incarnation des identifications sociales positives. Une réussite. Voilà, d'une réussite. Ici, voilà, il va gagner contre le chaos. C'est-à-dire que le jeu imaginaire absolument manichéen, simpliste, c'est les jeunes gagner au néolibéralisme qui, voilà, sera cadre chez Total ou chez Areva, où il va aller faire du lobbying à Bruxelles pour n'importe quel produit, n'est-ce pas? Pour ces jeunes-là, le monde est un terrain de jeu. C'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? C'est la phrase comme ça. Le monde est mon terrain de jeu. Donc, tout est ludique, sans aucune non plus repère, aucune limite de réalité. C'est-à-dire que l'effet que j'ai fait du lobbying, et le lobbying c'est pour pourrir, polluer, etc., affamer une population, les jeunes qui font du lobbying à Bruxelles, ou les cadres de chez Total
qui doit cacher les faits qu'il a pollués, pour lui, tout est jeu. Rien n'est vrai. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il est dans une sorte de nihilisme dans lequel rien n'est vrai, rien borne les pratiques. Et avec l'excuse majeure, c'est, eh bien, de toute façon, si je ne le fais pas, autre va le faire. N'est-ce pas? Bon. En face et en miroir symétrique, le jeune loser, là c'est les jeunes winners, les jeunes losers, il dit, je vais établir de l'ordre. Et d'une façon absolument aussi folle et sans limite. Oui, mais un certain ordre, alors le sien, pas l'ordre libéral ou l'ordre... Non, un ordre absolument autoritaire, un ordre absolument métaphysique, transcendantal et surtout délirant. Non? C'est pour ça que je faisais les parallèles avec le délire. Mais l'idée qu'il y a les jeunes fanatisés, c'est ce que je voulais le mettre, c'est un miroir et symétrie avec les jeunes nihilistes pour lesquels les mondes sont un terrain de jeu. Pour l'autre, pas du tout. Il y a des règles et je les connais. Et je reviens là-dessus. Mon père et mon grand-père, qui sont religieux, et ils ne les connaissent pas, les règles. Et ils sont transigés face au chaos. Donc, c'est moi qui suis porteur de cette vérité. D'une pureté. D'une pureté. C'est comme toujours, à chaque fois que la pureté pointe, la vie est en danger. Non? Oui, oui, c'est une pureté, oui, tout à fait. On arrive à une espèce de cercle vicieux et un peu pervers, c'est-à-dire que le néolibéralisme déstructure, donc s'attaque à des enfants sans limite, et après la justice des mineurs est considérée comme étant complètement impuissante et laxiste, puisque on n'arrive pas à remettre de l'ordre et des limites à des jeunes. Donc la justice est complètement disqualifiée à chaque fois. C'est comme toute institution. Comme toute institution, c'est-à-dire que la justice et l'idée même de justice, non, elle est très bafouée, très bafouée, c'est-à-dire que les discours permanents dans lesquels baigne l'ensemble de la société et les jeunes, et si tu as les moyens, il n'y a pas de justice pour toi, si tu, n'est-ce pas, c'est-à-dire que c'est un discours de transgression permanente, c'est-à-dire que la version soft est acceptable et le monde, la version soft est acceptable et les mondes de mon terrain de jeu, donc je joue, rien n'est sérieux, n'est-ce pas? Mais effectivement, il y a là quelque chose de la déstructuration qui appelle ces réflexes, comme ça, mécaniques, vers une structuration délirante. Moi, je crois que la justice d'enfant, pour pouvoir continuer à remplir son rôle, comme la pédopsychiatrie, comme l'éducation nationale, tous ceux qui sont issus de ces trucs que je ne peux dire que est magnifique, qui est de considérer que l'enfance existe. Je pense que au-delà de toute adhésion à une idée délirante de progrès, je pense que c'est un progrès quand même, l'idée de dire, voilà, il y a une protection de l'enfance, n'est-ce pas? Parce que il y a un nihilisme actuel qui dit, puisqu'il n'y a pas de progrès, puisque l'histoire n'a pas de sens, tout s'équivaut. Et c'est pas vrai, il n'y a pas un progrès linéaire comme on a pensé, mais par exemple, les droits des femmes est un progrès. Or, les droits des enfants et la création de la catégorie d'enfance, avec les pratiques et les institutions qui l'accompagnent, est un progrès. Or, pour maintenir ça, je pense qu'il faut quand même garantir aussi le travail à côté de cette réflexion que vous faites aussi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas aujourd'hui d'être psy ou éducateur ou juge qui travaille avec des jeunes ou des enfants. Il faut aussi reproduire la catégorie d'enfance. Il faut reproduire cette hiérarchie. Il faut refonder l'objet pour lequel nous travaillons. Alors, oui, nous sommes très favorables évidemment à protéger l'enfant, qui est ce n'est pas un adulte en réduction, c'est quelqu'un en construction. Et il est normal qu'il y ait une bienveillance à son égard. Mais alors, certains peuvent répondre, certes, il n'a pas encore atteint l'âge de la majorité, mais il commet des actes de barbarie ou des actes que commettrait un adulte, alors il faut le considérer comme tel. Vous voyez? Donc, oui. Comment répondre justement à cette argumentation? Bien sûr.
C'est-à-dire que comme il commet des actes de barbarie, les regards de la société, qui a perdu petit à petit ces regards, cette perception de l'enfance, fait qu'il voit plus les barbares que les jeunes. On s'en fout qu'ils soient jeunes, même on les voit plus dangereux parce qu'il est jeune. Mais donc, effectivement, il y a là une perte de cette perception de « mais il est jeune ». C'est ce que je vais vous commenter avant la filmation. Dès qu'hier, quand la France est intervenue finalement en Syrie, en bombardant un camp d'entraînement, il y a eu parmi les 30 morts, je crois, une vingtaine d'enfants soldats morts. Et effectivement, moi je me suis dit, mais zut, c'est des enfants. C'est des enfants. Alors, c'est quand même une considération qu'aujourd'hui n'a presque plus lieu d'être, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi, ce sont des enfants? On va les laisser tuer? On va les laisser faire ce qu'ils veulent parce que ce sont des enfants? Pas du tout. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, sans un travail en amont, de reconstruire, reproduire, repointer ce qui est l'enfance, si nous ne pouvons pas, ici en Occident, repenser cette magnifique catégorie d'enfance et d'adolescence, alors après c'est trop tard. Parce que pour traiter les problèmes de l'enfance et de l'adolescence, il faut les prendre globalement. Moi je crois, je suis convaincu vraiment, et pour moi c'est une cause vraiment, c'est pas simplement un savoir comme ça, que si nous en Occident, on accepte que nos jeunes et nos enfants soient disloqués par des compétences utiles, n'est-ce pas? Nous sommes en train de créer le terrain pour que l'autre jeune soldat devienne un fanatique dangereux. Je suis convaincu. Alors, ce n'est pas une question de la culpabilité de l'Occident, ou des bêtises comme ça, non. C'est de comprendre que le phénomène a deux pattes. Une patte est, plus nous détruisons, plus nous démolissons la catégorie d'enfant, plus nous acceptons que l'enfant devient simplement un petit producteur, au futur producteur et consommateur, plus nous favorisons l'effet de qu'il y ait des enfants fanatisés par ces gens-là qui répondent à cette barbarie occidentale par une autre barbarie. Oui, face à cette réalité assez sombre que vous avez décrite, est-ce qu'on peut espérer tout de même, sinon des solutions, du moins des pistes pour essayer de voir un peu l'avenir un peu plus illuminé, si on peut dire, en tout cas moins sombre? Cette refondation de l'enfance. Ouais. Alors je pense là effectivement oui, que la refondation de l'enfance qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire que reproduire cette catégorie avec la protection et avec la possibilité d'agir aussi, hein, parce que reproduire la catégorie d'enfance, ça veut dire aussi pouvoir agir sur l'enfant, avec l'enfant pour éviter les dérapages. Bon. La reproduction de la catégorie d'enfance et ses pratiques, etc., passe pour nous par la reproduction de la catégorie d'anciens. C'est-à-dire que nous devons être capables de, malgré les tempêtes comme ça de notre société, les urgences de notre société, les idéaux frelatés un peu de notre société, il faut que nous soyons capables de dire cet événement-là, cet événement-là, je ne le regarde pas, ça me regarde. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense que nous ne pouvons plus continuer à exercer nos métiers sans créer parallèlement des lieux, des groupes d'études, des pressions, des élaborations, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est urgent de réfléchir, de produire des concepts, n'est-ce pas? Et donc d'être des anciens responsables, des vétérans responsables par rapport à notre société. Il y avait ce fameux proverbe africain qui disait « Quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Alors c'est aussi toute cette sagesse, ce savoir, cette transmission qu'il faut refonder. C'est-à-dire, nous devons être capables de travailler en tant qu'adultes responsables pour protéger les jeunes, déjà de la folie néolibérale qui les empêche de vivre leur jeunesse, et de dire aux jeunes, prends ton temps, tu ne peux pas perdre ton temps, prends ton temps. Je t'assure que n'aie pas peur, prends ton temps. Pour pouvoir protéger les jeunes, il faut que nous, en tant que vétérans, que nous, on s'agisse un tout petit peu.
qu'on s'agisse un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de comprendre la complexité, de ne pas suivre comme une feuille dans la tempête tous les vents qui soufflent, n'est-ce pas? Et très concrètement, ça passe par la formation des groupes de réflexion, d'intervention. Il faut se mêler. Il faut que les vétérans, on se mêle de la vie sociale. Que les vétérans, on arrête de choisir des politiciens comme dans un supermarché ou de jouer avec des petites machines comme si on était des mômes, n'est-ce pas? Il faut quand même que vraiment on soit capable de nous restructurer nous-mêmes pour donner ce que nous avons à donner aux jeunes, n'est-ce pas? Alors, en tant que psy d'enfants, en tant que juge d'enfants, en tant qu'enseignant, je crois que parallèlement à notre métier, nous devons penser ce qui est en train d'attaquer les jeunes et créer les concepts et les pratiques qui les défendent. En tant qu'enseignant, c'est clair, c'est-à-dire un enseignant qui accepte d'enseigner par la pédagogie des compétences est un enseignant qui ne protège pas ses enfants, n'est-ce pas? Alors, comment il peut faire? Il n'a pas la science infuse, il faut qu'il accepte qu'il a la responsabilité en cette étape historique de penser par lui-même et en groupe. Si nous sommes capables de penser par nous-mêmes, si nous sommes capables d'être des adultes, ça sera peut-être une ligne de résistance nécessaire et utile. La résistance, c'est la créativité, c'est ça? C'est pas le Absolument, résister, c'est créer, avec Florence Ovena. Voilà. Tout à fait. Bien, merci beaucoup. Merci de votre votre discours, de votre réflexion, là, qui, je pense, nous allons en tirer profit et à transmettre aussi à nos collègues. Merci beaucoup.